L'hypothèse est que le coronavirus cause souvent des pneumonies, que donc on devrait pouvoir arriver à identifier cet effet sur le taux d'oxygénation au cours du temps. Joachim Bérard, bonjour. Alors, vous nous parlez de votre laboratoire du Technion. Où vous situez-vous ? Actuellement au Technion, dans la faculté de génie biomédical, où mon labo étudie ou est concentré sur les intelligences artificielles appliquées au monde de la médecine. En particulier, nous développons des algorithmes pour la reconnaissance de motifs sur les séries temporelles physiologiques, c'est-à-dire des signaux qu'on enregistre classiquement avec des capteurs en clinique. Et donc, comment utiliser ces algorithmes d'intelligence artificielle pour reconnaître des maladies à partir de ces signaux. Voilà, ça nous paraît, nous, un petit peu abscon. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec vous. Alors, on dit de vous que vous êtes l'un des plus jeunes professeurs d'Israël. Vous enseignez quoi, Joachim ? J'enseigne donc l'intelligence artificielle ou le machine learning, comme on l'appelle de manière plus spécialisée, appliqué à la médecine, donc présenté dans un contexte médical et sur des données médicaux. Donc les élèves travaillent dans le cadre du cours avec des données médicales diverses et variées, et ils apprennent donc à utiliser ce type d'algorithmes, d'approches mathématiques au monde médical. Alors justement, je crois que vous avez développé des algorithmes pour diagnostiquer ou prognostiquer des patients Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, on est sur cette voie, c'est sur ce chemin-là. Disons que pendant la période du premier confinement, comme beaucoup, on s'est retrouvé à la maison à se demander ce qu'on pouvait contribuer à la situation. Et de là est parti 3 projets qui ont été initiés donc dans mon laboratoire. L'un d'entre eux s'intéresse à l'analyse des séries temporelles d'oxymétrie, c'est-à-dire le taux d'oxygène que l'on mesure au cours du temps, sur des minutes, voire des heures, et leur variation, leur dynamique. Alors, pourquoi ? L'hypothèse est que le coronavirus cause souvent des pneumonies, alors plus légères ou plus sévères, mais des pneumonies, donc un affect au poumon. Et que donc on devrait pouvoir arriver à identifier cet effet sur le taux d'oxygénation au cours du temps. Et donc nous avons développé des algorithmes avec un de mes étudiants, Jérémy Léville, c'est un certain nombre d'algorithmes pour l'analyse de ce type de données. Nous avons montré en laboratoire la faisabilité d'une telle approche pour d'autres maladies respiratoires, l'apnée du sommeil et ce qu'on appelle en français la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et nous sommes maintenant dans la phase où nous allons appliquer ces algorithmes à des données de patients corona. Nous venons la semaine dernière avec le Dr Jonathan Sobel qui a rejoint mon groupe de recherche il y a 1 mois et demi maintenant. Nous avons acquis ce type de données en partenariat avec l'hôpital Rambam. Et donc nous allons maintenant étudier la faisabilité de cette approche sur des données d'oxymétrie, donc de taux d'oxygénation mesuré au cours du temps sur des patients corona dans un premier temps qui sont en soins intensifs. Alors, ces recherches, si on vous suit bien, alors en fait, ça pourrait marcher dès le début de la contamination. C'est pour essayer de mieux gérer ceux qui vont peut-être développer des pathologies pulmonaires et les différencier des autres, c'est ça ? Alors, c'est une application possible. Il y en a plusieurs. Une, ce serait de dire, voilà, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Nous cherchons des moyens alternatifs pour les dépister, les identifier. Donc, ça pourrait trouver une application dans ce cadre-là.
Une autre application serait de dire, voilà, on a un certain nombre de patients qui ont le corona, mais qui n'ont pas de complications, qui ne sont pas hospitalisés, donc on les renvoie à la maison, dans des hôtels, le temps qu'ils passent la période. Donc pouvoir mesurer ces gens à distance, donc les suivre pour éviter qu'ils développent des complications plus importantes. Donc le suivi à distance ou la télémédecine. Et la troisième application qui est en soins intensifs, donc pour les gens qui sont à l'hôpital en soins intensifs. Dans ce cadre-là, ce serait pour donc arriver à identifier ou à prédire l'approche d'événements respiratoires importants, de crise, et donc alerter les médecins traitants pour qu'ils donnent l'attention requise aux patients. Alors on commence avec le troisième dans notre cadre. La simple et bonne raison étant que ce type de données n'est pas enregistré dans le cadre 1 et 2 de manière routine. C'est-à-dire qu'on on ne mesure pas ce taux d'oxygénation en continu chez des patients qui sont contaminés avec le corona mais faibles ou pour le dépistage. Au mieux, on enregistre quelques secondes avec des oxymètres à pouls qui ressemblent à ce type de capteur. On met notre doigt comme ça. En soins intensifs, les patients ont ces capteurs qui sont branchés tout le temps. Donc, nous avons des données longitudinales qu'on peut étudier, que nous commençons à étudier actuellement. Alors, est-ce que cette façon d'étudier les gens qui sont en réanimation va permettre peut-être de trouver un traitement plus adapté ? C'est le but, j'imagine ? Alors, ça peut être une application. Notre premier objectif n'est pas celui-là, c'est d'identifier des crises avant qu'elles arrivent, donc de prédire des événements de dégradation. Mais effectivement, on peut utiliser ce type d'outils dans le cas de pharmacovigilance, donc pour étudier, en l'occurrence, les effets sur la respiration pulmonaire de certains médicaments. C'est aussi une application envisageable. On verra jusqu'où on arrive à pousser nos recherches. En premier lieu, ce qui nous intéresse, c'est de fournir un outil aux médecins en soins intensifs pour identifier les patients qui vont dégrader et arriver à mieux les cibler et à mieux les traiter. Ça, c'est notre premier objectif. Vous êtes le seul groupe de recherche à travailler sur ces algorithmes en Israël ? Alors, il y a plusieurs groupes de recherche qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Certains se sont concentrés sur le coronavirus pendant cette période, au Ternium inclus, sur des modèles principalement prédictifs de sévérité, c'est-à-dire un patient arrive à l'hôpital, est-ce que il va devenir corona sévère ou non? Donc, il y a un papier qui a été publié dans Nature par un collègue il y a quelques semaines, même pas, sur les données longitudinales, donc les données physiologiques continues. Je suis l'un des seuls labos en Israël à me concentrer là-dessus. Est-ce que vous avez été approché par d'autres labos européens ? Est-ce que certains vous suivent avec beaucoup d'intérêt, j'imagine ? Alors, pour le développement de ces algorithmes, on a travaillé avec des collègues en Espagne. Le premier papier scientifique qui décrit ces algorithmes et leur utilisation a été soumis la semaine dernière dans le journal Nature Digital Medicine avec ses collègues espagnols. Et pour ce qui est du travail actuel, c'est essentiellement avec l'équipe du Rambam, donc mes collègues proches avec qui nous travaillons au Rambam, et puis mon groupe de recherche ici. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour évoluer encore plus vite, pour trouver plus vite ?
Je dirais que une chose qui a été qui nous a un peu ralenti, c'est donc l'accès aux données médicales. Donc, pour accéder à ce type de données, il existe des régulations qui sont parfois compliquées. Donc, ça a été plusieurs mois de travail pour arriver à accéder à ces données cliniques. Donc, pouvoir aller à l'hôpital et puis extraire ces données, les mettre sur nos serveurs pour pouvoir travailler. Ça, c'est une chose importante. Et la deuxième, après, ce sont les fonds de recherche qui nous permettent ou non de donner naissance à des projets. On a dans le labo plusieurs autres initiatives qu'on aimerait mener, mais tout ça dépend bien des financements, des bourses de financement que l'on a. Voilà, ben, écoutez, je vais donner quand même votre email peut-être pour ceux qui ont envie de vous joindre, de vous écrire, pourquoi pas de vous soutenir. J. Béchar, donc ça s'écrit BEHAR, @sternion.ac.il. On espère que vous allez trouver, en tout cas, on en est persuadé. Bravo pour ce travail sur ces algorithmes. Merci pour nous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais c'est vrai. Et on vous souhaite de développer encore beaucoup d'autres systèmes, voilà, pour notre santé à tous. Merci d'avoir participé. Merci Katie, merci Shana Tova. Shana Tova, à très bientôt Joachim Béchar. Bye. À très bientôt. Voilà.